Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'été Smart, ravi de vous retrouver durant une heure avec mes deux invités. Nous allons tenter de mieux comprendre l'actualité mondiale, l'actualité économique principalement, évidemment. De quoi allons-nous parler ce soir en début d'émission? Un petit mot sur le dossier Danone, ce sera le sujet apéritif. Ensuite, nous nous intéresserons aux États-Unis, au plan Biden sous l'angle suivant. Le plan Biden est-il un risque pour l'économie mondiale? Vous savez peut-être, parce qu'on en a déjà parlé, ça va être le cœur du sujet, qu'il est critiqué par certains, par son ampleur supposée trop grande, qui pourrait faire ressurgir l'inflation, enfin en tout cas qui concrètement fait ressurgir le risque ou une certaine peur de l'inflation. On le voit sur les marchés de taux d'intérêt, sur les marchés obligataires. Est-ce que c'est un risque au-delà pour l'ensemble de l'économie mondiale? Ce sera le premier thème principal, en tout cas dans l'émission. Et puis dans la deuxième moitié de celle-ci, nous reviendrons en France. On s'intéressera au plan de relance. Hier, le ministre de l'économie et des finances a assuré qu'il voulait accélérer le tempo, accélérer le rythme du plan de relance en faisant fi de toute considération sanitaire. En même temps, lui, son boulot, c'est de remettre l'économie en marche, évidemment. Alors voilà, est-ce qu'il faut vraiment accélérer? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut faire fi des considérations sanitaires qui ne sont pas encore... le sujet n'est pas évidemment totalement réglé, en tout cas chez nous. Voilà, ce sera le second débat. Mené ce débat en compagnie de Nicolas Gutzmann. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche macroéconomique et de la stratégie au sein de la financière de la Cité, oui. Société de gestion. Nicolas Doucerin, à ma gauche, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Entrepreneur, président de l'entreprise Valumen, spécialisée dans le management de transition. Merci à tous les deux d'être à mes côtés ce soir. Tout de suite, je le disais, la question impérative. Hier soir, en fin de journée, se tenait un conseil d'administration de Danone. Danone, feuilleton, avec certains actionnaires dits activistes qui militaient, peut-être qu'ils militent toujours d'ailleurs, c'est une autre partie du sujet, qui militaient pour une évolution de la gouvernance au sein du groupe Danone, qui militait d'ailleurs plutôt franchement pour le départ de son patron Emmanuel Faber, qui voulait rester évidemment, qui voulait conserver et la présidence et la direction générale. Il a dû céder dans le principe, en tout cas, la direction générale issue de ce conseil d'administration qui s'est tenu hier. Regardez le papier des Échos, Danone, Emmanuel Faber sauve sa place, mais perd la direction générale, donc le conseil d'administration s'engage immédiatement, d'ailleurs, il n'y a même pas à rechercher un directeur général qui donc s'occupera de l'opérationnel, du quotidien de ce groupe agroalimentaire. Emmanuel Faber étant confirmé, en tout cas jusqu'ici, à la présidence de l'entreprise. Alors les questions de gouvernance, directeur général, président-directeur général, séparation, fusion des deux fonctions, c'est un marronnier comme vous voyez dans le commentaire de ma consoeur du Figaro, Bertie Bayard. Attention au marronnier sur la séparation des fonctions, je tombe en plein dedans. Alors ça s'amuse, là, les raisons de dissocier président et directeur général, parce que c'est obligatoire, version financière, parce que c'est une règle de l'État actionnaire, mais de fait, il y a plein d'exceptions, elle n'est pas forcément toujours appliquée. Alors, c'est souvent pour qu'une transition se passe bien, et en général, on revient en arrière après. Il y a des exemples en France, on va en parler, ou alors c'est pour une transition qui se passe mal. Est-ce qu'il y a une règle, franchement? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Est-ce que ça ne dépend pas de la qualité des gens? Est-ce que c'est vraiment un point important? Alors, les promoteurs de la dissociation des fonctions disent qu'on ne peut pas à la fois surveiller et être surveillé, ce qui est présenté comme ça est assez compréhensible. Le président du conseil d'administration étant celui qui est censé surveiller l'exécution du directeur général. En même temps, il y a plein de contre-exemples. Votre sentiment là-dessus, Nicolas Doucerin, est-ce qu'il y a une vérité ou est-ce que ça dépend trop des situations? Non, je pense qu'il n'y a pas de vérité. En fait, c'est un problème d'hommes, c'est un problème de compétences, c'est un problème de binôme. Vous avez beau scinder les deux fonctions de président et direction générale, il faut de toute façon que ce binôme fonctionne, en tout cas dans une même orientation. Et là-dessus, si vous avez... c'est plus simple quand c'est la même personne. C'est quand même souvent la même personne. Il y a quand même encore une quinzaine de boîtes du CAC 40 où il y a un PDG, voilà, un président, directeur général qui cumule les deux. En l'occurrence, je ne connais pas spécifiquement le dossier, mais... Non, mais justement, je ne veux pas qu'on rentre dans le dossier, c'est sur le principe. Il y avait une pression très forte sur Emmanuel Faber depuis déjà plusieurs mois, parce qu'il a lancé son fameux projet Local First en 2019. Danone est une entreprise à mission, il faut le rappeler. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est de mettre en parallèle deux groupes qui sont des entreprises à mission, mais qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas la même vision du temps long.
Vous prenez un groupe comme Rocher, où vous avez un capital qui est détenu majoritairement par la famille et à 100%, je crois, avec les salariés. Rocher, c'est Yves Rocher, je précise. Rocher, Mais quand Brice Rocher a présenté encore dernièrement son plan de transformation du groupe, il est sur un projet d'investissement à 10-15 ans. Lorsqu'on est une entreprise et un groupe avec justement des fonds d'investissement, on est déjà dans des laps de temps beaucoup plus courts. On est dans des fenêtres de tir à 4, 5, 6 ans. Et donc, on veut des retours sur investissement beaucoup plus rapides. Et c'est là où Emmanuel Faber a été mis un petit peu, j'allais dire, en porte-à-faux. C'est qu'en lançant son projet Local First avec une vision beaucoup plus long terme, qui est en fait finalement de décentraliser son groupe, de fermer les sièges sociaux, de réduire les effectifs, de mieux manger, permettre aux consommateurs de manger beaucoup plus au niveau local. C'est des demandes d'investissement qui s'inscrivent dans un temps beaucoup plus long. Et aujourd'hui, on voit bien, lorsqu'on a des fonds d'investissement, il y a une pression qui est beaucoup plus importante. Et donc, ça fragilise la direction. Là, en l'occurrence, Emmanuel Faber, il a sauvé, j'allais dire, son poste, en prenant la présidence et en acceptant finalement Dans sa tête, en tout cas, son poste, il est séparé en deux. Sa tête, mais de donner en tout cas la direction opérationnelle. Maintenant, il va falloir trouver ce bon binôme pour que ça puisse fonctionner sur la durée et satisfaire à la fois le plan de transformation long terme qu'a impulsé Emmanuel Faber et en même temps des fonds d'investissement qui attendent un retour un peu plus rapide. Alors souvent en France, la distinction des fonctions, elle est faite le temps d'une transition. Et on a vu ça chez L'Oréal. Quand Jean-Paul Agon a été nommé, il a d'abord été nommé DG. M. Owen Jones était resté président. Puis 3 ans après, M. Jean-Paul Agon a repris la présidence en plus de la direction générale. On voit souvent Saint-Gobain, là en ce moment, ça a été le cas aussi. Est-ce que c'est adapté à une... Parce qu'on se dit, s'il y a une vérité, c'est mieux d'avoir un président qui contrôle un directeur général. Ça devrait être tout le temps. Non, mais il n'y a pas de règle. J'ai perdu le nom, mais quand il y a eu ce terrible drame avec M. de Margerie, le président de Total, qui est décédé en Russie, on l'a bien vu, on avait son successeur qui n'était pas tout à fait prêt et apte à endosser le costume de président d'un groupe comme Total. On a rappelé son ancien président, Thierry Desmarais, qui a pris la présidence, le temps finalement pour permettre directeur général de prendre. Donc je pense qu'il n'y a pas de règle. Tout ça, c'est une alchimie. Ça dépend du contexte, de l'environnement, de l'actionnariat. Il y a des succès, des échecs, je crois, dans tous les cas. En l'occurrence là, l'enjeu majeur, ça va être de trouver le bon directeur général, capable de s'entendre avec Emmanuel Faber, et en même temps d'entendre, évidemment, la pression des fonds, et notamment des fonds minoritaires, qui mettent une pression très forte sur le groupe. Tout l'enjeu va être là. Il va falloir réussir cette transition. Nicolas, dans les critiques qui ont été faites au PDG de Danone, il y avait le fait d'être un peu trop dans son côté entreprise à mission. Notamment, alors Danone a une histoire spécifique, avec un double projet économique et social depuis M. Ribou, enfin pas Franck, son père. Les investisseurs insistent beaucoup sur les critères ESG, environnement, social, gouvernance. Est-ce que c'est des modes? Est-ce que c'est forcément compatible? Ou est-ce que, à l'inverse, c'est forcément incompatible, selon vous? Alors, votre métier n'est pas d'acheter des actions, mais avec la performance financière de piloter, ou en tout cas d'intégrer ces critères non financiers, précisément, comme le montre... Mais je pense que c'est un peu... Effectivement, il y a une espèce de question de mélange des genres. Si on parle du côté social, là, pour le coup, c'est clairement, pour moi, une mission macroéconomique. Donc, c'est aux banques centrales et au pouvoir budgétaire de faire en sorte que l'économie soit à un niveau suffisamment satisfaisant pour générer une situation de plein emploi et donc d'avoir des progressions de salaire qui va mettre une pression en fait sur toutes les entreprises justement pour pouvoir payer les gens mieux. Et si jamais on est au plein emploi, tout le monde sera obligé de le faire. Donc ça, c'est plutôt de la responsabilité macroéconomique des autorités. Ensuite, sur ce qui est notamment sur les questions écologiques, je pense qu'on est en train effectivement de mettre des critères un peu dans tous les sens actuellement. Or, ce qu'on voit notamment dans le marché depuis quelques années maintenant, et on va dire le cas emblématique, c'est Tesla. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des critères comme ça pour que les investisseurs aient très envie d'aller acheter Tesla, parce qu'ils avaient justement une solution qui correspondait un peu à ce qu'on demandait dans l'air du temps. Et donc l'allocation du capital qui a eu lieu notamment sur Tesla, on va dire depuis 18 mois, est phénoménale. Et donc on n'a pas besoin, je pense, de ce type de critères parce que le marché aujourd'hui prend en compte ce type de considération-là. De toute façon. Il n'y a pas besoin d'avoir des incitations de ce type-là. À suivre en tout cas, c'est vrai que l'enjeu ça va être effectivement de constituer le bon binôme, comme à la tête de Danone, qui est une entreprise phare en France, auquel évidemment tout le monde tient. Merci. Tout de suite, on traverse l'Atlantique, on passe à la politique notamment budgétaire aux États-Unis.
Regardez ce titre dans le quotidien Le Monde aujourd'hui. Les États-Unis se divisent sur l'inflation. Le risque de voir les prix augmenter inquiète certains économistes et les marchés financiers. Si vous êtes un fidèle de cette émission, vous savez qu'on en parle depuis quelques semaines, notamment depuis 3 semaines. Il y a deux économistes fameux, enfin en tout cas connus, à la fois Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, et puis l'ancien économiste de Bill Clinton et son gouvernement, Larry Summers, qui ont alerté face au plan de Joe Biden, ce fameux plan à 1900 milliards de dollars qui a été voté en fin de semaine dernière à la Chambre des représentants, qui doit maintenant être voté et validé par le Sénat pour entrer en application. Ce plan de 1900 milliards qu'on accuse, en tout cas que certains accusent d'être trop important, trop généreux et de risquer, en déversant trop d'argent comme ça dans l'économie, de relancer l'inflation, ce que personne n'attend, ne souhaite, n'espère, compte tenu notamment des niveaux de dette, a fortiori après cette crise Covid-19. À propos d'argent injecté dans l'économie, regardez ce graphe qui a été relevé là par un tweetos qui suit Wall Street de près, la masse monétaire M2 aux États-Unis. Regardez ce graphe, vous le voyez de très loin, mais je vous dis qu'il porte sur 60 années. Donc à gauche, c'est les années 60, début des années 60 et l'année 2020 à droite. La progression de la masse monétaire N2, c'est-à-dire l'indicateur principal, l'ensemble des dépôts, globalement, plus 25% sur une année, alors qu'on n'avait jamais fait plus 13% dans les années 70 deux fois, plus 10% à plusieurs reprises dans les années 2000 et 2010. Et avec ça, le lien avec les attentes en matière d'inflation aux États-Unis, en tout cas telles qu'exprimées par les marchés de taux, qui sont à 2,4%, même si l'inflation n'est encore que de 1 et quelques pourcents. Votre sentiment sur cette bataille autour de l'inflation, cette division sur la question inflationniste aux États-Unis, et notamment de l'impact possible ailleurs qu'aux États-Unis. Alors on voit bien que les taux se sont tendus ces dernières semaines, y compris dans la zone euro. La France qui empruntait à moins 0,4 il y a 2 mois, on est autour de 0. Les Allemands qui empruntaient à moins 0,6, ils doivent être autour de moins 0,2. Bref, c'est pas encore des taux d'intérêt gigantesques. Ça reste très faible sur une base historique, mais on voit qu'il y a une tendance. Les taux d'intérêt aux États-Unis à 10 ans, ils étaient à 0,5 il y a 6 mois, ils sont plutôt à 1,5. Je parle sous votre contrôle. Nicolas, est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que ce plan et ces 1900 milliards sont bienvenus? Alors le premier point, donc, pour réagir sur les taux d'intérêt à long terme, en fait, c'est un bon reflet de l'évaluation par le marché des anticipations de croissance et d'inflation. Donc le fait qu'on soit passé d'un niveau extrêmement bas et donc de constater un relèvement de ce niveau-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est passé de extrêmement bas à très bas, voilà. Mais il y a quand même une tendance. Il y a une amélioration de ce côté-là, et du coup, de façon assez logique, le président de la Fed, Jérôme Powell, la semaine dernière, disait donc mercredi dernier, qu'il considérait ça comme une marque de confiance de la part du marché dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc effectivement, si les anticipations de croissance et d'inflation partent à la hausse, ça veut dire qu'on aura une croissance nominale qui va être plus forte. Du coup, le niveau de dépenses va s'améliorer. Donc ça, c'est plutôt assez favorable. Ensuite, sur la question de l'inflation, ce qui est un peu malheureux, c'est que je crois qu'on va effectivement avoir une petite hausse de l'inflation dans les prochains mois, on va dire à partir de mars-avril, avec un effet de base assez important, plus le fait que la pandémie quand même perdure, qui crée certains goulets d'étranglement sur certaines productions, et du coup, face à une demande assez forte, notamment au niveau américain, peut conduire à quelques excès sur les prix, mais de court terme. Et donc, par rapport à ces excès de court terme, la mission d'une banque centrale, c'est de surtout pas réagir, parce que la seule chose qui doit intéresser une banque centrale, c'est le niveau de progression de la demande sur le long terme. Et du coup, pour que ça se matérialise sérieusement, il faut que le niveau d'activité soit suffisamment fort, déjà pour faire baisser le chômage à un niveau de plein emploi. On est quand même très très loin encore aux États-Unis aujourd'hui, comme on en est très loin aussi en Europe. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez le chômage qui est arrivé à un niveau très bas, vous avez à ce moment-là la courroie de transmission qui se met en place, avec une progression des salaires qui se met en place de façon assez globale dans l'économie. Et à ce moment-là, peut-être vous pouvez... Ce qui était arrivé aux États-Unis, avant la crise de Covid-19, l'année 2019 notamment a été effectivement... il y avait une progression des bas salaires aux États-Unis. Voilà, ça a commencé, mais justement, ça, je pense qu'il s'est passé dans les années 2018 et 2019, c'est ce qui a été le plus intéressant, c'est que finalement, le niveau de l'économie était peut-être déjà... On considérait déjà qu'il y avait une espèce de surchauffe depuis quasiment l'année 2015. C'est pour ça que la Fed avait commencé son cycle de hausse des taux à ce moment-là. Or, ce qu'on a constaté, c'est que le taux de chômage a continué de baisser en deçà de son niveau structurel et que finalement, il n'y avait pas d'accélération des prix. Ce qui signifiait au niveau macroéconomique que en fait, finalement, le potentiel de l'économie américaine était peut-être plus important que celui qu'on avait imaginé. Et c'est là qu'on en arrive effectivement à la logique du plan Biden aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils ont décidé de frapper fort
en se disant, effectivement, on risque d'aller plus loin que ce qu'on considérait avant comme étant le potentiel américain. Aujourd'hui, on considère que ce potentiel-là est finalement plus élevé, et donc on va aller le chercher, et on va aller faire le maximum de relance possible pour chercher ce niveau-là. L'idée, je pense, de l'administration américaine, mais c'était déjà le cas, on va dire, depuis quand Trump était là, c'est de constater que depuis 10 ans, finalement, la croissance américaine, bien qu'elle ait été bien supérieure à celle de l'Europe, était peut-être sous-optimale, et qu'on veut retrouver des niveaux de croissance qui sont bien supérieurs à ce qu'on a connu. L'idée aussi, en toile de fond derrière, c'est qu'il y a quand même une compétition qui se passe aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Les Chinois considèrent aujourd'hui qu'il est peut-être possible pour eux de dépasser le PIB américain dès l'année 2028. Je pense que si les Américains mettent tous ces outils en place, aussi bien au niveau monétaire et au niveau budgétaire, peut-être que ce dépassement n'aura pas lieu parce que la Chine, il y a une dimension géopolitique qui est également là. Et je pense qu'ils vont vraiment faire le maximum. Et là, peut-être il y a un sentiment d'alerte qui devrait sonner au niveau européen. C'est que et Chine et États-Unis aujourd'hui vont soutenir massivement leur croissance justement dans cette compétition-là. Si nous, on ne fait pas la même chose, on va complètement décrocher, ce qui a déjà été le cas lors des 10 dernières années, mais on va encore continuer ce décrochage. Est-ce que, alors il faut préciser que ces 1900 milliards, c'est un plan de soutien, c'est pas un plan de relance encore. Hein. Le plan de relance, il doit venir dans quelques mois. Une fois que le plan de soutien, avec notamment le fameux chèque de $1 400 distribué à l'ensemble des foyers américains qui gagnent moins de 75 000 euros, moins de 75 000 $, tant qu'à faire, effectivement, d'inciter à la consommation. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal quand on regarde ça de se dire qu'effectivement il y a un risque de trop relancer l'économie américaine avec notre petite croissance en Europe, en France? Si, puis Nicolas l'a très bien souligné tout à l'heure, il faut savoir qu'en 2020, si je ne me trompe pas, les Américains n'ont jamais été aussi riches. Ils étaient en tout cas bien plus riches en 2020 qu'ils l'étaient en 2009 et 2018. Et ça, c'est le plan d'investissement massif qu'a fait Donald Trump. Hein. Enfin, je veux dire, il faut le souligner. C'est dans tous les chiffres aujourd'hui. Donc, le vrai risque de l'inflation, il est dangereux. Il y a un élément qui est déterminant, hein, c'est le chômage. On le sait tous. Parce que ça pèse moralement. Et ça 6,3 ou quelque chose comme ça, je crois que le dernier chiffre aux États-Unis. Je crois qu'il doit manquer encore aujourd'hui, il y a 10 millions de chômeurs de plus avant la crise Covid à peu près. Ouais. Et on le voit, c'est pareil en France et aujourd'hui en Europe. Mais le chômage a un double impact. Il a un impact sur les entrées fiscales, évidemment au niveau de l'économie de chacun de nos pays. Mais il a un impact psychologique très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de revenir à un niveau, entre guillemets, de plein emploi pour que la machine se relance et que les entrées fiscales puissent prendre le relais derrière. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quand même malgré tout ce débat aux États-Unis, selon vous, Nicolas Guzman, avec un parallèle aux années 60, Kennedy Johnson, où effectivement il y a plein de mal terminé d'un point de vue. Mais alors sur Johnson et sur ce qui s'est passé alors 68 avec Lyndon Johnson, qui effectivement avec la guerre du Vietnam demande un soutien de la Banque centrale de façon assez claire à ce moment-là. Mais je pense qu'il y a un autre élément également, c'est qu'on avait à ce moment-là les baby boomers qui arrivaient sur le marché du travail et que la Banque centrale a fait à peu près tout ce qu'elle pouvait pour essayer d'absorber ces baby boomers au niveau d'activité américaine. Du coup, on a effectivement une croissance qui est partie très fortement à la hausse, avec un niveau d'inflation qui était aussi très fortement à la hausse. C'est ce qui a commencé à s'emballer à ce moment-là. Alors tout le monde s'en plaint, mais finalement, on a quand même réussi à absorber tous ces gens. Donc, c'est quand même pas absolument rien. Donc ensuite, effectivement, il y a eu des excès qu'il a fallu corriger, mais on n'est pas dans cette situation-là. Et encore une fois, je pense que c'est un bon moyen de comprendre que l'inflation ne viendra que si la Banque centrale décide qu'elle souhaite de l'inflation. C'est uniquement par volonté propre de l'inflation, de la Banque centrale qu'on peut avoir de l'inflation, ça ne viendra pas par surprise. Or, depuis 40 ans, on a montré et démontré dans tous les sens qu'on savait maîtriser l'inflation, il n'y a absolument aucun problème. Elle ne viendra pas, encore une fois, c'est pas quelque chose qui, comme une fatalité... Sauf qu'on l'a maîtrisé parfois avec de la rigueur, qui aujourd'hui est quelque chose de largement dénoncé. On n'imagine pas aujourd'hui un État dans un pays démocratique se dire on passe à la rigueur, c'est plus tendance. Avant d'en arriver là, il faudrait déjà avoir la période de surchauffe qui provoque l'inflation. Pour l'instant, je pense qu'on est encore assez loin, et ça fait même depuis je pense 30 ans quasiment en France qu'on a une inflation qui est durablement en dessous de 2% et qu'on pourrait effectivement revenir à des niveaux qui soient autour de 2% ou légèrement au-dessus de 2% pour faire en sorte que l'économie européenne revienne à son plein potentiel, qui est bien plus important que ce qu'on constate depuis une dizaine d'années en Europe. Et encore une fois, pour montrer que pour le moment, la crédibilité en tout cas des autorités américaines sur l'inflation est vraiment ancrée, je pense, dans le marché, c'est qu'on constate sur ce qu'on appelle donc les break-even rates, qui sont les anticipations du marché d'inflation pour à horizon 5 ans. Et en fait, ce niveau-là est plus élevé qu'il ne l'est pour l'horizon 10 ans. Ce qui veut dire que le marché considère qu'effectivement, ce qui est considère comme crédible la volonté de la Fed d'aller chercher un peu l'inflation un peu plus forte sur le court moyen terme, là maintenant, pour relancer l'économie suite à la crise du Covid. Par contre, elle ne remet pas du tout en cause la crédibilité de la Fed dans sa volonté de garder l'inflation à un niveau de 2%. Et c'est pour ça que le niveau à 10 ans est plus faible qu'il ne l'est sur 5 ans. Et il est parfaitement conforme à ces 2%. Donc en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de soutenir au maximum sur le court terme pour corriger cette crise et en finir avec cette
cette crise et de faire en sorte qu'elle ne se voit même pas dans les chiffres du PIB, et ensuite de revenir sur une trajectoire qui soit satisfaisante, mais évidemment sans accélérer le niveau d'inflation de façon durable. Quid de la courroie de transmission, j'y arrive, Nicolas, entre l'inflation et les taux d'intérêt? Je pose la question, j'ai intitulé le débat, est-ce que c'est risqué pour l'économie mondiale, sous-entendu pour les autres, parce que les pays endettés comme nous, ils ont un sujet de taux d'intérêt, compte tenu du niveau d'endettement. On n'arrête pas de dire la dette, à partir du moment où le taux d'intérêt est à 0, c'est pas un problème. Le taux d'intérêt est à 2-3 points, ça commence à pu être le même sujet pour les budgets annuels des pays concernés, nous les premiers. Est-ce qu'il y a un risque de ce côté-là? Parce qu'effectivement, le jour où les taux d'intérêt sont à 2 ou 3 points, c'est plus du tout le même sujet de la dette. Bien sûr, mais alors je pense que la ligne de crête fait que l'idée, notamment ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est que si vous avez une croissance qui était faible dans le passé, qui devient plus forte à l'avenir, c'est-à-dire que vous passez, alors je parle en nominal, c'est-à-dire la croissance plus le niveau d'inflation, qui correspond en fait quasiment à c'est comme si quand on parle de salaire, en fait on parle de nominal, quand on parle de chiffre d'affaires, on parle de nominal parce qu'on considère l'inflation. C'est intégré dans le chiffre d'affaires, oui, dans le salaire. La croissance nominale, en fait, est la variable, je pense, qui est à suivre là-dedans. Si on revient à un niveau de 5% de croissance nominale aux États-Unis, ce qui est tout à fait possible, du coup, vous avez vos entrées fiscales aux États-Unis qui progressent de 5% par an. Du coup, si à ce moment-là, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de dépenser beaucoup plus que ce que vous rentrez, et si vous dépensez un peu moins que ce que vous rentrez, vous retrouvez une dynamique qui est assez favorable au niveau de la dette, et vous constatez même que vous pouvez dépenser 4% de plus, enfin avoir un déficit budgétaire de 4%, si vous avez des entrées fiscales de 5%, et ben finalement, vous voyez votre dette se réduire dans le temps. Donc vous pouvez avoir des déficits plus importants que ce qu'on a aujourd'hui, mais comme elle est financée par la croissance, et ben vous arrivez à réduire le problème. Sauf que moins dépensé que ce que vous rentrez, on n'a pas fait ça depuis plus de 40 ans en France. C'est pas notre habitude. Si vous avez plus de croissance, vous n'avez pas de problème à le faire. Et je pense que le meilleur exemple pour ça, c'est ce qui s'est passé au lendemain de 45. Au lendemain de 45, vous avez par exemple la Grande-Bretagne qui était endettée à hauteur de 250% de son PIB, quand même à peu près 2 fois, plus de 2 fois et demi, enfin 2 fois et demi en gros ce qu'on a aujourd'hui en France, et sans avoir d'intervention ou d'annulation de la dette ou je ne sais quoi, en 1990, ils sont revenus à un niveau de 25% d'endettement sur PIB uniquement réglé par le problème de la croissance. C'est-à-dire que si vous avez de la croissance, vous réglez votre problème de dette. Donc toute cette question qui a aujourd'hui ce débat sur la dette, en fait la dette n'est qu'une conséquence de la faible croissance. Si vous voulez régler le problème, vous avez plus de croissance et vous réglez tout. Ouais. Encore faut-il réformer l'État, réduire le poids notamment de toute notre administration et rendre finalement notre modèle économique en France beaucoup plus agile qu'il ne l'est aujourd'hui. Pour stimuler la croissance, vous voulez dire? Oui, parce que le Royaume-Uni, ils sont passés aussi par un plan moi j'appelle ça un plan de transformation, mais enfin le plan Thatcher, ça a quand même été des plans qui ont été extrêmement importants, et ce qui a permis de retrouver ça, non ? Moi j'ai un peu un doute avec ça. D'ailleurs, si je fais les comparaisons entre Thatcher et Mitterrand, ce qui est quand même assez somptueux, de regarder en fait que les niveaux de chômage en fait sur l'évolution, sur toute l'intégralité de la période, en fait n'est pas très différent. Ensuite, il y a effectivement un mouvement après, donc on peut effectivement attribuer ça éventuellement à Thatcher. Mais je crois que si en France en fait on avait une croissance plus forte, du coup vous avez, en fait mécaniquement vous allez jouer sur beaucoup de leviers. Notamment un des problèmes qu'on a en France, c'est que vous avez des gens qui partent trop tôt du travail et qui ne travaillent pas, parce qu'on considère qu'ils ne travaillent pas assez longtemps. Si vous avez une croissance plus forte, en fait, tous ces gens qui pourraient éventuellement partir à la retraite vont choisir de rester travailler avec des salaires bien meilleurs plutôt que de partir à la retraite. Et donc, s'ils ont la possibilité de pouvoir rester, ils vont le faire. Donc, déjà, vous réglez notamment une question de financement des retraites de ce côté-là. Ensuite, vous faites baisser votre niveau de chômage. Du coup, vous avez moins besoin de dépenses sociales aussi au niveau du chômage. Et en fait, tout simplement par le fait que la croissance va attirer vers le privé énormément de dépenses qui étaient avant réservé au public, va faire en sorte que le déficit va se réduire mécaniquement, tout en ayant des entrées fiscales qui vont être plus importantes. Et d'ailleurs, ce phénomène-là s'est produit en France à la fin des années 90, en ayant, je pense, les mêmes structures et les mêmes problèmes de goulot, d'étranglement ou peut-être de trop d'État à ce moment-là. Et on parlait à cette période-là de cagnotte fiscale toutes les 2 minutes pour savoir ce qu'on allait en faire. Et voilà, je pense que la France, comme les autres pays, si elle avait plus de croissance, et ça c'est une question qui doit être adressée principalement à la BCE, réglerait ces problèmes très facilement. Et je pense qu'elle en a surtout le potentiel. Et c'est pour ça que c'est vraiment un problème. Et ça fait 10 ans, ou quasiment 15 ans, je pense que la France a une croissance qui est inférieure à son potentiel, et en fait on est en train de détruire notre potentiel économique. Oui, ce que vous appelez, c'est des réformes de structure quand même, de vos voeux.
On s'éloigne, mais c'est intéressant. Oui, mais en fait, je pense qu'elles sont. Vous savez, il y a pas mal d'études éco là-dessus, et quand vous vous rendez compte en fait que les réformes de structure peuvent avoir des impacts qui sont de l'ordre, en gros, de la virgule de PIB sur des périodes assez longues. C'est-à-dire, en gros, vous allez retrouver sur le PIB potentiel que ça vous pouvez générer, vous allez rattraper à hauteur de 2% par an. C'est-à-dire, en gros, vous n'allez même pas le voir dans le chiffre du PIB. Donc, alors, c'est peut-être bien de faire des réformes, je pense que ça peut être utile, mais que comparativement à ce que peut faire une banque centrale, notamment en poussant le niveau de la demande au sein de l'Europe, c'est infinitésimal par rapport à ça. Et quand je regarde notamment ce qui est fait aux États-Unis, ce qui est fait au Royaume-Uni, ou ce qui est fait par d'autres banques centrales à travers le monde, qui cherchent justement à systématiquement viser le plein potentiel de l'économie, vous avez des taux de croissance qui n'ont absolument rien à voir à ce qu'on a en Europe. C'est pas parce qu'on n'en a pas le potentiel, c'est parce qu'on choisit de ne pas le faire. Et c'est la Banque centrale qui choisit de ne pas le faire? Bah oui, c'est le mandat de la Banque centrale. Le mandat de la Banque centrale, c'est d'avoir une inflation qui soit inférieure mais proche de 2%. Aux États-Unis, c'est l'emploi maximum et l'inflation. Et la croissance. Voilà. il y a trois objectifs. Donc voilà, c'est que la croissance est un objectif prioritaire. C'est pas un objectif prioritaire chez nous. On va poursuivre cette conversation en l'adaptant à la situation de la France, mais on a déjà largement initié le débat. On va parler du plan de relance, ce sera l'occasion de comparer les montants dans l'absolu et en relatif avec les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure. Restez avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve dans un instant. Retour dans l'AIT Smart, merci de rester avec nous. On va, après avoir parlé des États-Unis et d'impact, on a déjà parlé de l'Europe et de la France. D'ailleurs, on revient en tout cas en France à propos du plan de relance. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a fait un point hier sur précisément ce plan de relance. Qu'en a retenu le Figaro? Tenez, regardez, faisons fi de l'épidémie. C'est important, hein, on va en parler. Le gouvernement veut accélérer la relance économique. Bruno Le Maire, qui donc a accéléré ce déploiement de son plan de relance de 100 milliards. 40 milliards d'euros devraient être dépensés en 2021. Le chiffre à date serait d'ores et déjà de 26 milliards en tenant en compte des 10 milliards de réduction des impôts de production. Donc, ce n'est pas vraiment des nouvelles dépenses. Voilà, ça c'est le titre du papier des Échos. Bercy a déjà engagé 26 milliards du plan de relance. Et Bruno Le Maire, questionné sur le sujet du dimensionnement, du calibrage de son plan de relance, les fameux 100 milliards, a estimé que celui-ci était bien calibré, n'avait pas besoin d'être musclé. Et ça, c'était en réponse aux demandes de François Bayrou, commissaire au plan, qui a dit qu'il fallait gonfler l'addition, qu'il fallait plutôt un plan d'investissement de 200 à 250 milliards d'euros pour véritablement relancer la machine. Il y a plusieurs sujets. Il y a à la fois accélérer en termes de timing, accélérer éventuellement en termes d'ambition, d'enveloppe, et puis le sujet de ne pas attendre, donc du timing, ne pas attendre une éclaircie, ou en tout cas des éclaircissements sur la situation sanitaire. Déjà sur ce dernier point, c'est logique de séparer complètement les deux sujets, que le ministre de l'économie, lui, il appuie à fond sur la pédale, il ne s'intéresse pas à la question de savoir, enfin, il ne s'intéresse pas. Comprend. Il ne priorise pas en tout cas la question de savoir si on est en plein milieu, en sortie, par rapport à la crise sanitaire, Nicolas. Je pense que c'était effectivement mieux de le faire tout de suite, comme l'année dernière, c'était bien aussi d'annoncer un plan de relance, vous savez aussi. À force, il a été annoncé il y a un certain temps maintenant. Oui, c'était important aussi l'année dernière de le faire suffisamment tôt et tout de suite d'ampleur, parce que vous permettez d'agir aussi sur les anticipations des entreprises. Parce que si vous êtes une entreprise et qu'on vous dit de fermer, mais que vous savez que demain vous allez être soutenu massivement parce que on va relancer très fortement la demande, et ben du coup vous n'avez pas forcément la même réaction que si on vous dit en fait il y aura absolument aucun soutien demain. Et donc effectivement, sur votre niveau d'investissement ou sur le niveau d'emploi, savoir si vous allez vous séparer de gens ou pas, je pense que ça a effectivement un impact. Donc c'est à mon avis important effectivement que ce soit dit le plus tôt possible et le plus massif possible. Par contre, de dire que 26 milliards ou même 40 milliards c'est quelque chose d'important pour la France, vu le niveau de récession qu'on a eu l'année dernière, c'est-à-dire 8,3%, notre PIB annuel c'est 2400 milliards environ. 26 milliards déjà dépensés, ça veut dire qu'on est à 1%, formidable. Aux États-Unis, on a relancé à hauteur de 13% l'année dernière, déjà quasiment aussi à 13% déjà cette année, donc 13 fois plus que ça. Et on se félicite de ce genre de montant.
Au niveau européen, même chose, c'est-à-dire qu'on a pour le moment le plan européen qui est basé sur 6 années, c'est 750 milliards d'euros, mais de dettes et de transferts. Ce qui compte vraiment, ce sont les transferts. Les transferts comptent 390 milliards d'euros. On est à 2, quelque chose du PIB européen. Du PIB européen, ce qui est très faible. Par contre, pour l'Italie, c'est très bien parce que c'est vraiment dirigé favorablement vers l'Italie ou vers l'Espagne. Mais pour la France, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et donc finalement, le plan de relance français pour le moment, qui comptabilise à l'intérieur de son montant déjà le plan de relance européen, qui correspond à peu près 45 milliards sur les 100 milliards du total français, est vraiment faible, parce qu'encore une fois, c'est sur les 6 prochaines années. Donc, si vous rapportez ces montants-là année après année, ça fait des montants qui ne nous permettront pas justement d'avoir une croissance satisfaisante. Et d'ailleurs, quand je vois les projections, notamment qui ont été faites par la BCE à horizon 2023, en fait, ils s'attendent à voir le PIB européen, enfin de la zone euro, qui soit 2,5% au-dessus de son niveau de 2019. Si je compare avec les projections qui sont faites aujourd'hui aux États-Unis, eux, ils considèrent que la croissance en 2023, le PIB, sera 7,5% au-delà de son niveau de 2019. C'est-à-dire que la croissance américaine va être 3 fois plus forte pendant cette période que... On revient au fameux différentiel de croissance que vous évoquiez tout à l'heure. Sur le timing, quelle que soit la situation sanitaire, c'est l'expression utilisée par le ministre hier pour faire avancer les choses du point de vue de ce qui le concerne lui plus directement, à savoir le plan de relance, de séparer bien les choses, ça vous paraît légitime au chef d'entreprise que vous êtes, Nicolas ? Oui, enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup de communication, beaucoup de saupoudrage. Je veux dire, il ne se passe pas un mois sans qu'on ne parle pas de plan de relance à coût de 10 milliards ci, 20 milliards là, de manière très concrète. C'est toujours le même, mais on en parle régulièrement. C'est toujours le même. Oui, mais résultat, on a l'impression que tout ça se cumule. C'est un peu le principe du régime. On dit j'ai perdu 2 kilos un mois, 3 kilos, et puis au bout de 2 ans, on s'appperçoit qu'on a perdu 150 kilos. Lui doit faire sa com, je dois faire une émission tous les jours, donc on parle régulièrement du plan de relance, mais c'est le même, vous avez raison. Mais pour le plan de relance, d'ailleurs, je vais rebondir sur un point de Nicolas, moi, qui me semble très important. Il y a beaucoup d'impact psychologique en dehors de l'aspect financier. C'est retrouver de la visibilité, avoir une stratégie. Moi, ce que j'attends de notre ministre de l'économie aujourd'hui, c'est qu'on ait cette capacité de faire un état des lieux de cette crise que nous venons de vivre depuis maintenant, ça fait exactement 1 an. Voilà. Quelles sont les forces de notre pays ? Quelles sont les faiblesses ? Où est-ce qu'il faut investir prioritairement ? On parlait des vaccins aujourd'hui. Je m'étonne qu'on ne commence pas à anticiper, à construire de futures usines quand on sait que ce vaccin, que la Covid-19 va évoluer, qu'il va falloir de nouveaux traitements, de nouveaux vaccins, à coût de dizaines de millions de personnes. Il y a un travail qui est fait par la ministre de l'Industrie sur la production du vaccin qui va être... c'est pas des vaccins français, mais enfin qui va être produit en France. Il y a plusieurs usines qui se reconvertissent. Il le faut. Ce que je veux dire, c'est que quand une entreprise est malade, il faut regarder avec beaucoup de hauteur les forces et les faiblesses. Voilà. Il faut en tirer la quintessence et bâtir ce grand plan de transformation avec un schéma à 20 ans. Évidemment qu'il faut y mettre de l'argent. Il y a un deuxième élément qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est quand même une petite spécificité de la France. On parlait justement de la capacité de la France à récupérer un taux de croissance relativement important. On a un capital exceptionnel qu'on n'utilise pas assez dans notre pays, c'est la jeunesse. On est encore aujourd'hui le pays, je dis encore parce que vous savez que le taux de natalité vient malheureusement de s'effondrer, d'ailleurs depuis les dernières mesures de Hollande. C'est la seule chose qui tenait en France, c'est qu'on tenait à peu près à 2,1 enfants en moyenne. Aujourd'hui, on est tombé, je crois, à 1,65, 1,7. Bon. Mais on a encore aujourd'hui, sur notre marché du travail, 700, 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Certains pourraient dire que c'est une faiblesse. Moi, je pense personnellement que c'est une chance considérable d'avoir ces talents-là. Et ce capital humain, cette jeunesse qui représente tout l'avenir de notre pays, il faut absolument en profiter. On compare toujours la France avec le Royaume-Uni ou l'Allemagne, qui n'ont pas cette chance-là. On a cette chance-là. Je trouve qu'on n'investit pas, je ne parle pas de coûts, je ne parle pas de dépenses, je parle volontairement d'investissement. Ça commence par l'éducation. Il faut investir sur ce capital pour contribuer à la relance économique, pour créer toutes ces nouvelles start-up, pour créer tous ces nouveaux emplois, pour accélérer la transformation. C'est-à-dire que l'argent aujourd'hui, on le voit bien dans les modèles économiques, nos TPE-PME d'ailleurs réagissent plutôt bien. On le voit bien, même nos amis restaurateurs, on le voit bien, les commandes par Internet sont aujourd'hui en train d'exploser, mais ça demande de l'investissement au niveau technologique, au niveau digital, au niveau du e-commerce. Et là-dessus, c'est là où il faut accélérer et mettre massivement les moyens financiers et, j'insiste, les moyens humains
pour redonner de la visibilité, pour redonner de la confiance et pour redonner une forme de sérénité qui permettra ensuite aux chefs d'entreprise d'investir massivement. Bon, l'ambition, je crois qu'elle est là. Le chef d'État était encore auprès des jeunes hier pour insister là-dessus. Alors après, il y a la question des enveloppes, vous avez raison. Je crois que c'est là-dessus aussi qu'insiste. Est-ce que je trahis votre pensée en disant que on peut accélérer tout ce qu'on veut, que tant qu'on parlera en dizaines de milliards et pas en centaines de milliards, on sera à côté de la plaque? Mais je le crains, oui. En fait, je le crains. Et ce qui me gêne le plus là-dedans, encore une fois, c'est un peu ce qu'on disait avant, c'est que l'Europe et la France ont un potentiel important. Aujourd'hui, il y a une réflexion macroéconomique aux États-Unis qui considère que malgré le fait que les États-Unis ont une croissance bien supérieure à celle de l'Europe au cours des dernières années, eux, ils considèrent qu'ils pouvaient faire beaucoup mieux. Ouais. Et nous, on ne réfléchit pas alors qu'on a fait beaucoup moins bien qu'eux. Donc il y a vraiment une problématique de ce côté-là, mais je pense que ça viendra parce qu'on n'aura finalement sans doute pas le choix. Et l'idée là maintenant, c'est de faire en sorte que les outils macroéconomiques qui sont à la disposition des autorités, à savoir la Banque centrale et le pouvoir budgétaire, fassent effectivement le maximum pour soutenir la croissance en zone euro. Je pense que ça commence peut-être un petit peu à bouger. On voit qu'il y a des réflexions notamment sur les règles budgétaires européennes. Il y a des réflexions aussi sur la politique monétaire européenne qui sont en cours et que en fait ces outils-là permettront effectivement de soutenir massivement, peuvent en tout cas potentiellement soutenir massivement la croissance et du coup permettre effectivement un retour à l'emploi, notamment des jeunes, qui soit satisfaisant. Enfin, la France depuis 1983, elle a un taux de chômage moyen de 9%. Enfin, si on considère que ça, c'est pas un potentiel perdu depuis 40 ans sur une économie, c'est absolument dramatique. Et ce qu'on constate aujourd'hui, que pour l'instant, il n'y a pas de réflexion par rapport à ça. On considère que c'est un chômage structurel, que c'est normal, les gens ne veulent pas travailler, alors que c'est absurde. Ça n'a vraiment aucun sens. Et quand on compare, notamment en Europe, on aime bien se comparer avec l'Allemagne. Si je fais la comparaison depuis l'existence de la zone euro, c'est-à-dire depuis 1990, le premier trimestre 1999, la croissance de la France et de l'Allemagne sont strictement identiques jusqu'à aujourd'hui. On a fait exactement la même chose. Donc, ils ne sont pas, nous, on n'est pas nuls et eux sont super. On a exactement la même croissance. Ils ont été moins bons au début, dans les années 2000, et nous, on était meilleurs. Et depuis, dans les années 2000, ceux qui ont été meilleurs et nous, moins bons. Il y a une énorme différence, c'est que leur population a été stable sur cette période de 20 ans, alors que la population française a cru de plus de 5 millions de personnes. Ce qui veut dire qu'on a effectivement la même croissance, parce qu'on a effectivement la même banque centrale. Sur les années 2010, ils ont réduit leur dette, ce qu'on n'a pas fait. Mais voilà, c'est ça. Mais du coup, en fait, nous, on a 5 millions de personnes en plus, qui était un potentiel, en fait, qui aurait pu faire que notre croissance soit beaucoup plus importante que celle de l'Allemagne. Et ça aurait été naturel. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est effectivement soutenir notre économie pour arriver de nouveau à ce plein potentiel. Et j'ose espérer, en fait, que la réflexion qui a lieu aujourd'hui aux États-Unis s'importe un peu plus en Europe, et notamment en France, et qu'on ait des révisions, en tout cas sur les plans budgétaires, et quand on regarde, qu'on constate les chiffres qui ont été annoncés l'année dernière sur le plan de relance, en pensant qu'on faisait un plan de relance absolument merveilleux en France par rapport aux autres pays, on est un des plus faibles en Europe, et l'Europe est beaucoup plus faible que ce qui a été fait aux États-Unis. Donc ça, vraiment, je pense qu'il faut vraiment s'en rendre compte. Est-ce qu'il y a un biais précisément dans le côté européen des choses, parce que le fameux plan de juillet 2020, les 750 milliards, c'était déjà une concession par rapport à la proposition Merkel-Macron qui était de 1000 milliards, on s'en souvient qu'ils avaient présenté, donc, notamment sous l'influence des pays dits frugaux du nord de l'Europe, etc., qui, c'est pas forcément pour des raisons de politique économique, d'ailleurs c'était plus pour des raisons parce que c'était pas pour eux aussi, et de soutenir des pays qui étaient supposés, en tout cas accusés de ne pas avoir fait les efforts qu'il fallait, etc. Est-ce que ce serait plus facile si, selon vous, si les réflexions étaient plus nationales, que si en plus il y a le biais de la supranationalité européenne qui vient là-dedans et qui contraint justement les ambitions. On avait 1000 milliards, finalement ce sera que 750. Malheureusement, je crois qu'il y a quand même un espèce de biais européen effectivement qui est très ancré sur les problématiques de déficit budgétaire, de dette, tous les discours en beau d'austérité, de restriction, c'est quand même très européen. C'était déjà le cas dans les années 30, c'était de nouveau le cas effectivement lors de la crise de 2008. Et donc il y a vraiment un ancrage assez fort là-dessus, alors que les pays anglo-saxons, le Royaume-Uni et les États-Unis sont beaucoup plus pragmatiques de ce côté-là, et ils ont beaucoup plus de facilité à relancer aussi bien au niveau budgétaire qu'au niveau monétaire. Ils n'ont jamais eu de mal à le faire. Vous écoutez, c'est un sacré échec pour l'euro alors quand même. De ce côté-là, parce que le Royaume-Uni, il a sa propre devise, les États-Unis évidemment aussi, mais qui a une devise mondiale, donc c'est plus facile. Oui, mais c'est quand même le cas. La croissance britannique a aussi été supérieure. Donc, ça serait quand même bien, effectivement, d'avoir cette réflexion. Et ensuite, il y a aussi une pression américaine qui joue. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les dernières années, l'Europe a bougé, on va dire, à 2-3 reprises. Et quasiment à chaque fois, ça a été sous pression américaine. Il y a eu le cas de la Grèce. Il y a eu le cas ensuite de la relance en zone euro en 2012 avec ce qu'on avait appelé le pacte de stabilité et de croissance. Et ensuite, surtout, par le whatever it takes de Mario Draghi. Tout ça a été fait aussi également sous pression américaine parce que les Américains en ont aussi assez, je pense, de soutenir la croissance mondiale
de voir les Européens traîner un peu les pieds à côté et de ne pas participer en gros au pot pour justement financer la croissance mondiale et du coup avoir des excédents sur quasiment l'ensemble des autres pays de la planète, ce qui n'est pas tout à fait possible. En fait, la stratégie européenne, c'est d'essayer de surfer sur la croissance des autres et donc de créer des excédents commerciaux. Et effectivement, les autres, ils en ont peut-être assez. Là, pour l'instant, aujourd'hui, notamment cette année ou l'année dernière, l'excédent commercial européen sur les États-Unis, c'est 150 milliards d'euros. Donc, en gros, vous avez la relance américaine supportée par le contribuable américain qui vient financer la relance européenne. Je pense qu'il est légitime que les Américains disent... Surtout les pays qui sont exportateurs, plus que massivement, plus que ce ne sont pas forcément le cas de la France, qui, elle, est en déficit. Et je pense que c'est là où la fracture est la plus dramatique, c'est que finalement, quand on regarde le profil de l'économie française, qui repose principalement sur sa demande intérieure, elle a un profil qui ressemble beaucoup plus à celui du Royaume-Uni et des États-Unis, donc qui aurait besoin d'une politique qui soit équivalente à celle-là, et parce que nous aussi, on partage la problématique d'avoir un déficit commercial très important avec l'Allemagne. On a des intérêts objectifs qui sont divergents avec les Allemands, par exemple, qui sont massivement exportateurs, qui ont un excédent qui est certes en très forte baisse, mais qui a encore été de 190 milliards d'euros l'année dernière, alors que nous, on a plutôt été en déficit de 65 milliards. Alors qu'on a des intérêts très très convergents avec Washington et avec Londres, justement pour faire en sorte que la zone euro retrouve une demande intérieure suffisamment forte pour équilibrer les échanges, d'avoir une demande aussi intérieure française qui permette de lever le potentiel de l'économie française et de calmer un petit peu effectivement l'Allemagne ou les Pays-Bas sur leurs excédents. Nicolas Dousserin, le ministre hier rappelait qu'il a déjà dépensé 26 milliards dans le cadre du plan de relance. C'est pas vraiment dépensé parce qu'il y a 10 milliards, c'est des exemptions, des baisses d'impôts, de production. Si on regarde les 16 milliards qui restent, il y a le déploiement du plan jeune, la prime à la conversion automobile. Là-dedans, il y a des projets industriels. Madame Pannier-Runacher, tous les jours, dans une usine pour annoncer des choses qui vont évidemment dans le bon sens. Après, c'est peut-être pas assez ambitieux. Il y a la rénovation thermique de tout ce qui est bâtiments publics, notamment les écoles, les logements aussi. L'entrepreneur que vous êtes, il le voit, le plan de relance? Il le voit passer d'une manière ou d'une autre. Alors vous êtes un prestataire, donc est-ce qu'il le voit par vos clients? Oui, non, mais il ne faut pas... effectivement, on voit les mesures. Mais à un autre niveau, je veux dire, quand l'État a débloqué le fameux prêt, le PGE, pour soutenir l'économie, honnêtement, il faut le souligner, nous l'avons vu, il est arrivé vite, massivement, et relativement simple. Aujourd'hui, la question, c'est... Mais c'est après, maintenant c'est le remboursement. Ils vont annoncer dans la fin de la semaine les prêts participatifs. Il y a plein de groupes qui commencent à rembourser, c'est une bonne chose. Oui. Évidemment, ceux qui remboursent, en général, c'est ceux qui ne l'ont pas dépensé, cet argent, mais qui l'ont gardé en... Qui l'ont gardé en trésor de guerre. Voilà, ils l'ont gardé en trésor de guerre. Ils se sont dit, si jamais la dette était annulée, éventuellement... Quoi, 120 milliards, 130 milliards, le PGE, quelque chose comme ça, hein. Juste un truc, il y a eu une formule du PGE américain, c'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis ont fait des prêts aux entreprises en leur disant, si vous gardez tous les gens que vous avez employés chez vous, en fait, le prêt qu'on va vous donner, il est gratuit. C'est cadeau. C'est cadeau. Voilà, c'était le PGE à l'américaine. Bon, mais encore une fois, ils ont des déficits budgétaires encore plus importants que nous. L'année dernière et cette année, c'est colossal. 15% l'année dernière, ou même un peu plus de déficit budgétaire aux États-Unis. Oui, bien sûr. Et encore cette année, 13, je crois. Le PGE, vous dites, on est à quoi, 126 milliards? Je crois, le montant des PGE, c'est 120, 130 milliards, je crois. On va regarder ce qui va être remboursé là, les entreprises. Maintenant, il y a une disparité très forte dans notre économie, parce qu'il y a des acteurs de l'économie, encore une fois, on n'a pas de crise économique en tant que telle. Aujourd'hui, il ne faut jamais l'oublier. Il y a des secteurs de l'économie qui se portent très bien, malgré le contexte. Par contre, on a des pans de notre économie, le tourisme, la restauration, enfin, on connaît tous ces secteurs-là, qui, eux, sont durement touchés, sont surendettés. Et c'est eux qui aujourd'hui, sont terriblement fragilisés. Donc il faut que le plan de relance, effectivement, redonne de l'oxygène, mais surtout redonne de la perspective, parce que le chef d'entreprise que je suis, il a besoin d'avoir de la visibilité. Je veux dire, quand on n'a pas de visibilité, c'est comme conduire sur une route avec énormément de brouillard, pas d'antiphare, pas de phare, pas de lumière, rien du tout. Si vous voulez, au premier virage, vous sortez. Là, dans l'économie, on a besoin de retrouver de la visibilité. Donc ça va passer évidemment par l'évolution de la Covid-19 et le déconfinement progressif, et on l'espère tous le plus tôt possible. La vaccination massive, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'évolution et qu'on retrouve une forme de vie avec un plan d'investissement massif, de la clarté, et en espérant que l'élection présidentielle ne vienne pas tout chambouler dans exactement 13 mois. Je reviens sur ma thématique de l'accélération. Le ministre Bruno Le Maire a déclaré hier à propos du plan européen, le plan de relance européen n'est encore ni adopté ni décaissé. À mon sens, cela avance
trop lentement. Après, c'est une posture parce que je crois que tout le monde savait qu'ils n'y arriveraient pas tout de suite. Oui, Sur les 40 milliards des 750 milliards qui sont destinés à la France, 4 milliards devraient être versés à notre pays d'ici cet été, a indiqué Bruno Le Maire. C'est l'épaisseur du trait, 4 milliards, on est d'accord, a fortiori si j'ai bien compris. C'est ça, et les estimations de la BCE, c'était parce que la BCE a aussi publié un document justement pour essayer d'estimer les montants qu'elle allait distribuer. En fait, il prévoyait pour la France 3 milliards pour 2021. Donc effectivement, là, on ne le voit même pas dans le chiffre. Et ensuite, on monte à 10-12 milliards, je crois, pour 2022 et 2023. Mais au total, on aura 45 milliards. Donc à chaque fois, ça sera effectivement pas des montants qui vont être très importants. C'est important pour l'Italie, c'est important pour l'Espagne, mais la France... oui, là où la France c'est 40 milliards, l'Italie c'est quand même 209 milliards. Oui, donc absolument. il y a Des montants plus importants. Et la France ne va pas recourir aux prêts qui sont offerts dans le plan européen. C'est-à-dire dans les 360 milliards de prêts, la France, étant donné qu'elle a une note qui est aussi... Elle est capable d'emprunter toute seule et sans avoir de pénalité par rapport à ça. Donc elle ne va pas y avoir recours. Et donc effectivement, les montants sont très limités. Donc c'est pas ça qui va changer effectivement la donne. Est-ce que dans la philosophie, il y a les montants et puis encore une fois, il y a la chronologie. Est-ce qu'il faudrait tout d'un coup, elle supposait qu'on soit capable de l'investir, cet argent, ce qui est autre chose. On sait qu'effectivement, les fonds européens, de façon générale, aucun des pays n'arrive à la dépenser à 100%. Il y en a qui arrivent très, 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 très mal, notamment l'Italie. C'était un des sujets, c'est l'Italie n'arrive pas à dépenser l'argent qui lui est... C'est un des sujets qui avait fait chuter M. Conte. Est-ce que l'idée il faudrait plus concentrer cet argent sur 2 années plutôt que l'étaler sur 5 ou 6, ça changerait quelque chose sur la partie investissement, peut-être qu'effectivement, c'est bien de prendre un petit peu le temps, en tout cas, pour savoir ce qu'on fait vraiment. Ce qui manque, à mon avis, en France et en Europe, dans la globalité, c'est le soutien à la consommation et notamment ce qu'on a pu voir avec la question des chèques aux États-Unis. Parce que tout le monde prend ça pour quelque chose d'assez populiste, mais en fait, c'est vraiment le fruit de recherche qui a été fait au sein de la Fed depuis presque 10 ans, notamment sur toutes les mesures de relance qui avaient été mises en place suite à l'écroulement de la bulle tech donc en 2002, plus la crise de 2008. Et en fait, en faisant la revue de toutes les mesures qui avaient été mises en place, ils essayaient de chercher qu'est-ce qui avait été le plus efficace en termes d'efficacité macroéconomique. Et en fait, tout simplement de donner de l'argent aux gens qui ont donc moins de 75 000 $ par an, c'est-à-dire des gens qui ont un profil qui va faire que dès qu'ils reçoivent quelque chose, en termes d'argent, vont le dépenser et non pas l'épargner. En fait, si vous ciblez ces personnes-là, vous pouvez avoir un levier macroéconomique quasiment instantané sur le niveau d'activité. Donc si vous faites ça, vous pouvez tout de suite réarmer à la machine, donner beaucoup plus de visibilité notamment aux entreprises et du coup vous êtes reparti. Et en fait ce qui a été fait aux États-Unis l'année dernière, donc avec l'envoi des chèques, ils le refont encore une fois là maintenant avec des niveaux supérieurs, ils le font pas par hasard et c'est pas juste pour être gentil avec les gens, c'est simplement parce que ça fonctionne et qu'au niveau macroéconomique c'est terriblement efficace. Et donc c'est pas juste... Ça fonctionne, mais est-ce que ça revient pas à creuser pour un pays comme le nôtre, par hypothèse, déficit commercial, parce que ça revient à faire de la consommation, d'importer des pays, et ça profite... Peut-être, mais la priorité pour eux, c'est, je pense, le niveau d'activité, de retrouver un niveau d'emploi qui soit satisfaisant. Et quand même, l'économie américaine marche essentiellement sur les services également, et que les services, c'est plutôt des employés qui vont travailler aux États-Unis. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc en gros, on arme l'économie américaine pour la réouverture qu'ils vont avoir bientôt maintenant, parce que la campagne de vaccination est quand même terriblement efficace aussi, et d'avoir une économie qui puisse repartir, on va dire, assez sainement grâce à ces montants qui vont être donnés. Et encore une fois, ce que vous avez dit aussi sur le niveau de revenus des Américains sur l'année dernière, qui était donc la progression de revenus la plus élevée depuis, je crois, 15 ans aux États-Unis. On était à plus 4, plus 6% l'année dernière. On a eu, là, pour le mois de janvier, une progression des revenus des Américains de plus 10%, parce qu'ils ont encore eu un chèque et ils vont encore avoir un autre. Donc, encore une fois, ces dispositions budgétaires sont terriblement efficaces et c'est tout ce qu'on ne fait pas en Europe. On ne fait que sur l'offre et on ne veut pas soutenir la demande. Et je pense que ça, c'est un truc très idéologique. Et justement, Nicolas, une question. On sait que durant cette crise, les foyers, notamment les plus aisés, ont accumulé énormément de cash et de trésorerie. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas réinvestir cet argent ? Pourquoi est-ce qu'on ne bâtit pas un grand plan d'investissement qui serait une forme de solidarité nationale au niveau de notre économie, en réinvestissant le cash, en faisant un grand emprunt au niveau national où on pourrait investir massivement dans nos entreprises, sur la jeunesse, sur la transformation ? Je pense que c'est un peu le débat, mais qui est un peu perdu maintenant. C'est qu'en fait, là, je crois que depuis 6 mois ou quasiment depuis 1 an au début, en fait, on entend Bruno Le Maire qui compte en fait sur cette épargne-là pour penser financer la relance. Oui, il l'a redit hier. Il l'a redit hier. Aujourd'hui, il y a Fabio Panetta, donc un des gouverneurs de la BCE, qui a publié un graphique qui montrait en gros le niveau de distribution des revenus. Et en fait, on voit que ces revenus-là sont distribués massivement vers les foyers les plus riches au niveau européen. Or, ces foyers-là, c'est pas une critique, ont un niveau de consommation qui est bien inférieur aux personnes en dessous, ce qui veut dire que cet
argent va être épargné, il va être conservé en épargne. Donc il ne sera pas consommé ou directement investi dans l'économie européenne. Enfin, point, c'est fait maintenant. Donc ça, il fallait y penser au départ. Ils ont fait leur choix et puis maintenant, on a le résultat. Donc soit ils veulent effectivement... vous avez l'air d'estimer que c'est trop tard par rapport à la question de Nicolas, précisément. C'est-à-dire qu'on ne peut plus récupérer 100 milliards l'année dernière, 100 milliards cette année en 2021. On parle de 200 milliards au total sur 2 ans. Mais ça correspond à faire un emprunt. Je veux dire, on peut faire un emprunt effectivement pour financer quelque chose. Ce serait un impact psychologique que notamment les Français, les foyers les plus aisés, co-investissent dans cette reprise au niveau national sur la jeunesse, sur les entreprises, sur la transformation. La rumeur, il y aurait une forme de solidarité et pas de tout attendre d'un État, mais que ce soit partagé par peut-être effectivement les plus aisés. Moi, je trouve que ça aurait du sens et que ça mériterait. La rumeur voudrait qu'il y ait un plan justement qui concerne les dons intergénération, les legs, etc. Ça peut avoir un impact. Oui, quel canard qui a sorti ça, que c'était dans les plans en Bercy précisément pour essayer de mobiliser cette surépargne. Il faut voir quel type de montant on parle pour voir à quel point ça peut être véritablement efficace. Encore une fois, le différentiel, même si, je comprends très bien que les efforts budgétaires qui ont été faits aujourd'hui par les pays européens sont plus importants que ce qui a été fait en 2008. Il faut quand même qu'on se rende compte que, en tout cas, le trou qu'on a dans la raquette en termes de PIB, il est aussi 2 fois plus important. Donc il y a évidemment une raison et que déjà ce qui a été fait à l'époque n'était pas grand-chose, mais qu'en fait, il y a vraiment un mouvement de pensée macro qui est en train de s'opérer au niveau mondial, que tout le monde va soutenir massivement tout ce qu'ils font. Si on ne veut pas continuer à se décrocher du reste du monde de ce côté-là, il faut peut-être réagir et pas avec des montants du type 26 milliards ou ce genre de choses. La différence avec la crise de 2008, si je peux me permettre, c'est qu'à l'époque, on avait des taux, je vous rappelle, entre 6 et 8%. C'est-à-dire quand la France empruntait sur les marchés, je ne crois pas me tromper, je crois qu'on était sur ces taux-là, alors qu'aujourd'hui, l'argent, effectivement, ne coûte pas cher, quoi. J'ai l'impression, pour conclure, il y a quand même, vous parliez de posture idéologique ou quelque chose comme ça, il y a quand même des affrontements. Vous parliez je pense que ça commence. Offre versus demande. Les Américains ont joué sur la demande, les Européens ont joué sur l'offre. On parlait de risque d'inflation versus non, c'est pas le problème. Il y a quand même des confrontations. On voit bien que on n'est pas dans une science exacte. Vraiment, je pense, terriblement intéressant de voir en ce moment justement ce débat-là, c'est de se rendre compte que tout le débat économique qu'on pensait être un espèce de truc, un métronome où en fait on sait déjà tout va bien. En fait, on se rend compte que c'est pas du tout le cas, que des estimations qui ont été faites notamment depuis 40 ans et des idées préconçues qu'on avait depuis longtemps en fait sont effectivement fortement remises en cause. Mais je crois que c'est pour le meilleur finalement, c'est que là on se rend compte finalement que ça fait peut-être 30-40 ans qu'on fonctionne en sous-régime et qu'on s'en est pas rendu compte. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'en rendent compte quand même et qui ont souffert de la situation et qu'on est en train de se rendre compte effectivement qu'on peut peut-être faire beaucoup mieux. Et voilà, malheureusement pour le moment le débat n'est pas très très développé en Europe et pourtant il est, on va dire, extrêmement bruyant et effectivement parfois assez brutal aux États-Unis. Allez, on va bientôt passer en sur-régime. C'est la prédiction, y compris en Europe, la prédiction de Nicolas Goetzmann. Merci, non pas merci pour la fin de l'émission, c'est pas fini. Il nous reste 5 bonnes minutes, c'est l'after tout de suite, on va balayer 2-3 sujets autres. Allez, pour terminer l'émission, je le disais, quelques réactions à des sujets vus à droite à gauche. Regardez ce papier du Financial Times aujourd'hui. Mario Draghi, Emmanuel Macron, le new power couple de l'Union européenne. L'axe Paris-Rome va devenir majeur, va devenir le moteur de l'intégration après le départ d'Angela Merkel à l'automne. Vous y croyez, l'axe Mario Draghi, Emmanuel Macron, on est par rapport aux questions là qu'on évoquait, aux batailles idéologiques que l'on voyait. On a deux anciens banquiers qui sont aujourd'hui à la tête de leur État. Oui, alors. L'un à la tête du gouvernement, l'autre à la tête de l'État. Draghi était banquier central. Oui, non, il y a un banquier central et puis un banquier d'affaires. Mario Draghi, il a vraiment une carte à jouer qui est importante. D'une, il va pouvoir bénéficier effectivement de 12 points de PIB en termes de relance. Il va pouvoir faire des réformes. Donc on ne sait pas encore combien de temps il va avoir. Donc là, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Vous pensez qu'au-delà du sujet italien, il aura une voix en Europe alors qu'il va recevoir 200 milliards, on pourrait lui dire... Quand j'ai vu la nomination de Draghi, en fait, je me suis dit qu'il allait prendre effectivement la place un peu du Golden Boy européen. Non, c'était lui, c'était plus Emmanuel Macron, c'était lui. Et parce que je pense qu'en termes de crédibilité, d'image économique et de compétences, vraiment, il est au-dessus du lot au niveau européen. Il y a 25 ans de plus à propos de Golden Boy, mais voilà, en tout cas, la figure européenne, je pense que voilà, maintenant c'est Mario Draghi, et je pense que ça, c'est plutôt une chose intéressante. Ensuite, j'ai un peu une
méfiance vu le passé de Mario Draghi. Il a construit l'Union européenne, il était le négociateur au Trésor italien en 1990 avec le traité de Maastricht. Ensuite, moi, non, je suis curieux vraiment de voir, en étant aux responsabilités politiques après avoir été à la Banque centrale, s'il a une volonté de refonte des instruments macroéconomiques européens, et peut-être que c'est le cas. Et donc ça, je veux dire, ça serait effectivement une bonne chose. On a la possibilité cette année de pouvoir éventuellement réviser le pacte de croissance et stabilité, donc les fameux 3%, qui pourraient être aussi dans un sens favorable. Et il y a surtout aussi la revue de politique monétaire, où là, il pourrait y avoir quelque chose qui se passe au niveau de la Banque centrale. Et là, effectivement, il y aura quelque chose d'intéressant à suivre. Et juste, pour finir là-dessus, le membre italien Fabio Panetta, qui est un proche aussi de Draghi, commence à faire des discours au sein de la BCE qui sont beaucoup plus agressifs que ce qu'on a pu connaître au cours des dernières années. Et donc ça, je le vois plutôt favorablement. Nicolas, ça va être l'autre. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe en Europe à la faveur de la retraite de Mme Merkel cet automne. Oui, comme tout ça change, mais moi je me réjouis. Certains voient quand un pays, un gouvernant prend plus de pouvoir d'un pays par rapport à l'autre, on est là encore à voir petit finalement. Il faut oublier qu'on est à l'échelle européenne. Aujourd'hui, la bataille, on le voit, c'est entre les États-Unis et la Chine. Si on ne veut pas se retrouver totalement décroché dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent, on a intérêt à accélérer le mouvement, à gagner en agilité. Donc, moi, je me réjouis de voir une Italie beaucoup plus forte demain, je l'espère. Je l'espère pour l'Europe, je l'espère pour la France, je l'espère pour l'Allemagne. Le départ de Merkel, ce sera un grand vide, mais bon, c'est comme tout. Ça va évoluer, c'est la vie et c'est une très bonne chose. Allez, je reste avec vous, Nicolas. Vinci, pour la première fois, va faire voter ses actionnaires sur le climat, c'est-à-dire que lors de l'Assemblée générale du 8 avril, le plan de transition environnementale du groupe va être présenté, et ce, à la demande du conseil d'administration, à l'ensemble des actionnaires qui, comme sur les salaires, vont se prononcer. Gadget, bonne chose, sens de l'histoire, vous diriez quoi? Non, je pense que non seulement c'est le sens de l'histoire, mais je dirais surtout, quand on veut mener encore une fois des projets de transformation aussi importants, ça passe par le plus grand nombre. Et commencer à sensibiliser davantage l'ensemble de ses actionnaires, commencer à donner du sens à son projet, d'expliquer la stratégie d'investissement à moyen, à court, à moyen et à long terme, eh bien, je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que c'est comme ça qu'on responsabilise, c'est comme ça qu'on transforme durablement une société, et c'est comme ça qu'on va pouvoir se projeter sur un temps beaucoup plus long. Et je pense que c'est une très bonne chose pour notre économie. On reboucle avec le sujet du début sur Danone. Un mot? Non. Allez, sujet suivant pour terminer. Regardez, un clip de 10 secondes s'est vendu 6,6 millions de dollars chez Christie's, je crois, il y a quelques jours, hier probablement, la dépêche est d'aujourd'hui. Un nouveau type d'actifs numériques, nous dit Reuters, s'appelle des tokens non fungibles, non-fungible tokens, NFT. C'est un petit clip qui est authentifié par la blockchain. Donc là, on sait que c'est créé par un artiste numérique qui s'appelle Beeple. Alors ce qui est génial, c'est qu'il l'avait vendu 60 000 $ en octobre et que ça a été revendu. La même chose, donc hier ou la semaine dernière, 6,6 millions, donc ça a fait x100 en 3 mois. C'est mieux que les crypto-monnaies, que même que GameStop à la bonne époque. Ça vous paraît du n'importe quoi, ou là encore c'est le sens de l'histoire? Quelqu'un, un mot? Non, pourquoi pas? Pas chose à dire là-dessus. Ouais, écoutez, c'est sans doute l'évolution de notre société. Je ne sais pas si quelqu'un peut acheter aujourd'hui 600 millions pour faire à nouveau x100. Je ne sais pas si ça l'évoluera, mais on va suivre ça de près en tout cas. Ouais, voilà. C'est le nouveau truc qui est à la mode comme ça sur le marché de l'art. Voilà, comme quoi il y a de l'argent encore. Des petites. Manifestement, on l'a vu. Je remonte ma carte de la masse monétaire, mais manifestement il y a de l'argent. Merci messieurs d'avoir été à mes côtés ce soir. Guillaume. Merci à vous. Très bonne soirée. On se retrouve demain.